Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en procédure civile. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble l'autorité de la chose jugée. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous allons voir dans un premier temps les critères de l'autorité de la chose jugée, puis le délai, les limites et enfin les effets. Tu es prêt? Alors c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble les critères de l'autorité de la chose jugée. Dans un cas pratique, il est important pour toi de savoir si l'affaire revêt l'autorité de la chose jugée. Pour ce faire, c'est l'article 1351 du Code de procédure civile qui le régit. Le premier critère de l'autorité de la chose jugée, c'est donc que les parties soient les mêmes. C'est l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 avril 2009 qui le régit. Ensuite, une identité de l'objet. C'est l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2010 qui régit la nécessité que l'objet doit être le même si on veut qualifier une affaire d'autorité de chose jugée. Qu'est-ce que l'objet? L'objet, c'est le fait pour une demande d'avoir les mêmes résultats économiques et sociaux. Il faut que la nature du droit réclamé soit le même qu'en première instance. Ensuite, il faut une identité de cause. Cet élément est un petit peu plus complexe puisque la jurisprudence Césario a souvent été contestée par la jurisprudence postérieure. Depuis le 7 juillet 2006, tu peux noter qu'il ne suffit plus d'apporter un moyen juridique nouveau à propos des faits déjà jugés pour pouvoir caractériser un changement de cause. L'article 1355 du Code de procédure civile nous dit que il incombe au demandeur de concentrer dès le premier procès l'ensemble des moyens de droit. On appelle aussi cela le principe de concentration des moyens. C'est le fait donc pour le demandeur de demander toutes ses prétentions en même temps. En effet, c'est pour éviter qu'il y ait des successions de demandes qui s'enchaînent et qu'on ne puisse jamais voir la fin du jugement. D'autre part, il y a une dimension factuelle à la cause. Des faits nouveaux peuvent permettre l'ouverture d'une nouvelle demande. Imaginons que je demande réparation car j'ai acheté une voiture et il me semble qu'elle présente un vice. Après le rapport de l'expert automobile, on se rend compte qu'il n'y a aucun vice à cette voiture. Donc je suis débouté de ma demande, ce qui semble logique. Après le jugement, je me rends compte que l'expertise était fausse, qu'en fait le défendeur avait fait des manœuvres avec l'expert pour fausser l'expertise. Donc, ici, j'ai des faits nouveaux. En effet, l'expertise qui avait été donnée en première instance était mauvaise. Donc, j'aurai la possibilité de faire une deuxième demande puisque ma décision ne sera pas frappée d'autorité de chose jugée au regard des faits nouveaux. Ensuite, la négligence à accomplir une diligence en temps utile ne constitue pas un fait nouveau. Évidemment, si mon défendeur ou mon demandeur n'arrive pas à temps pour donner ces éléments de fait qui pourrait donner la solution de l'instance, c'est un petit peu dur, mais la conception est que la négligence ne sera pas prise en compte. Chacun est maître d'apporter les éléments de preuve qui viendraient soutenir ses prétentions. Si tu ne le fais pas, alors tu es en faute, tant pis pour toi. La Cour de cassation, le 7 septembre 2017, nous dit que, encore une fois, il peut s'agir d'éléments postérieurs à la décision. Donc cet arrêt peut être important pour toi pour tout simplement l'utiliser lors d'un cas pratique. La jurisprudence fait également une distinction entre concentration des moyens et concentration des demandes. En effet, la concentration des demandes n'est pas une obligation de la part du demandeur et c'est l'article 131 du Code de procédure civile qui le régit. Maintenant, regardons le délai. Par principe, un jugement a autorité de chose jugée dès le prononcé du jugement et c'est l'article 480 du Code de procédure civile qui le régit. Ensuite, l'autorité de la chose jugée est d'autant plus vraie dès lors qu'il n'y a plus de voie de recours possible. Enfin, l'autorité de la chose jugée est irrévocable dès lors que l'appel ou encore la cassation n'est plus possible. Voici un bref point sur les limites de l'autorité de la chose jugée. C'est en fait l'interprétation plus laxiste de l'arrêt de principe Césario qui nous a donné donc les critères de l'autorité de chose jugée, avec, comme nous l'avons vu, l'identité de cause, de partie et d'objet. À présent, la cause et l'objet ont un champ d'application beaucoup plus large, avec une interprétation qui est beaucoup plus fluctuante, ce qui peut être tout à fait des limites à l'autorité de la chose jugée. À présent, les effets de l'autorité de chose jugée.
C'est bien sûr le grand effet de l'autorité de chose jugée, c'est le dessaisissement du juge. L'article 481 du Code de procédure civile le régit. En effet, le jugement devient donc exécutoire à partir du moment où le jugement a autorité de chose jugée. À cela, on peut noter bien sûr des exceptions du principe de dessaisissement. En effet, avec les actions en interprétation ou encore les actions en rectification. L'action en interprétation, c'est lorsque la décision rendue n'est pas assez limpide pour les parties et qu'elle souhaite avoir une réelle interprétation, une explication de la décision rendue. En ce qui concerne l'action en rectification, c'est dès lors que le juge a commis une réelle erreur. Et d'autre part, c'est si le juge a oublié un élément ou encore qu'il y ait eu un oubli de la part du juge. Voici un bref résumé de ce que nous venons de voir ensemble. Tout d'abord, nous avons vu les 3 critères de l'autorité de chose jugée. Nous avons vu brièvement les limites. Par principe, l'autorité de chose jugée est immédiat. Et enfin, l'effet principal de l'autorité de chose jugée, le dessaisissement par le juge. Voilà, je te remercie pour ton écoute. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo, car si elle a su t'aider, elle en aidera d'autres. À bientôt!